Tu couperas. Si ça vous regarde, ça nous regarde. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission de société. La COP26 se termine cette semaine à Glasgow. L'occasion pour nous de nous interroger sur l'éducation à l'environnement localement, sur notre département. De quoi s'agit-il concrètement? Quels en sont les acteurs? Avec quelles ambitions et auprès de quel public? Plus globalement, comment se positionnent les Vosges en matière de transition écologique? Et éléments de réponse, dans cette émission avec vous, Amélie Mollet, bonjour. Bonjour. Vous êtes la coordinatrice Vosges des Petits Débrouillards, association d'éducation à l'environnement et d'éducation scientifique surtout, mais justement, il y a une certaine évolution dans votre activité. Vous allez nous détailler tout cela. Mathilde Miclot, bonjour. Bonjour. Vous êtes, on va dire, co-gérante de la ferme pédagogique de Reheret à Veucou, avec vos parents, toutes jeunes installées donc, sur cette ferme familiale à Veucou. Marjolaine Touvenot, je vais y arriver, association Une figue dans le poirier avec votre compagnon, Lilian, oui, et puis une autre personne. On est une association. Donc voilà, on a un salarié et puis des volontaires en service civique. Et des bénévoles, qui interviennent plus ou moins selon leur disponibilité. On va se raconter un petit peu tout cela. Benoît Jourdain, bonjour. Bonjour. Vice-président du conseil départemental en charge de la transition écologique. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Et enfin Isabelle Michel-Félix, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de communication à Evodia. Evodia, établissement vosgien d'optimisation des déchets par l'innovation et l'action. Innovation et action, c'est ambitieux. C'est ça. C'est très ambitieux et on le voit, ça va bien au-delà évidemment des déchets. Comme ça. Pardon ? On se demande qui a pu trouver un nom comme ça. Allez, Benoît Jourdain, je précise que vous êtes ex-président d'Evodia et ex-président du SICOVAD, l'organisme de collecte et de tri des déchets sur la grande région d'Épinal, on va dire sur les Vosges centrales. Comme je l'ai dit en introduction, la COP26 se termine à Glasgow. Beaucoup de choses ont été annoncées. D'ailleurs, au fil des ans, le terme développement durable, comme on le disait hors plateau, semble petit à petit être remplacé par transition écologique et énergétique, ce qui veut dire une approche de la problématique qui ne se limite donc plus au seul développement économique, mais qui se veut plus globale, incluant des ambitions éthiques, sociales, voire philosophiques. Une approche qui nous incite tous à jouer un certain rôle, pour ne pas dire un rôle certain. Donc la COP26 se termine. Juste une petite question toute rapide. Vous avez suivi, satisfait, Amélie Mello, optimiste, désabusé, interrogative sur tout ce qui a été l'actu climat mondial ces dernières semaines? Oui, j'ai suivi un petit peu quand je le pouvais. Bon, après, voilà, c'est un événement qui se doit de se tenir. Après, voilà, je m'interroge aussi sur les compétences en matière, les actions possibles et réelles à venir. Voilà, on verra ce que ça donne aussi en matière d'action réelle. Mathilde Miclot, si vous avez suivi un petit peu l'état d'esprit général. Comme tout à chacun suivrait les actualités, non, mais après, c'est vrai que tous ces débats sur la transition énergétique, c'est l'affaire de tout à chacun au quotidien. Dans sa vie, chez soi et puis auprès des autres, dans ce qu'on fait tous les jours, quoi. C'est nos petits gestes à nous qui vont compter pour l'avenir de la planète. Eh ben, c'est ce dont on va parler. Justement, Marjolaine Touvenot, vous avez peut-être suivi un peu plus près cette actualité. Oui, il y a des choses qui vous ont peut-être un peu plus accroché, interpellé, interrogé. Effectivement, en tout cas, les trois sujets centraux de la COP, c'est la déforestation, c'est la réduction des gaz à effet de serre, notamment le problème du méthane, c'est aussi les centrales à charbon. Et effectivement, là, clairement, on pointe le doigt, depuis d'ailleurs le G20, on pointe du doigt les réels problèmes que connaît la biosphère aujourd'hui. Il y a eu des alertes aussi en 2020, là, pendant le confinement, comme quoi il y avait 5 points clés sur la planète qui était vraiment très mis en péril. Donc effectivement, comme le dit Amélie, c'est nécessaire en fait qu'il y ait ces réunions au niveau international. Et en même temps, je rejoins ce que dit Mathilde, c'est que certes, les États doivent se mobiliser, mais il y a une nécessité de sensibilisation en fait à d'autres échelles. Et c'est un peu un marasme de croire que les États vont pouvoir trouver une solution qui vont résoudre les problèmes, alors qu'en fait, on est tous concernés par ces problèmes-là,
parce que chaque citoyen a un impact local ou diffus en fonction des actes qu'il pose au quotidien, et qu'ils soient positifs ou négatifs. Benoît Jourdain, pardon, je me permets de vous Tout à couper, fait. Marjolaine. Benoît Jourdain, la COP26, ça a au moins ces grands rassemblements internationaux, ça a l'intérêt aussi évidemment de focaliser Ouais, toute l'attention médiatique sur des problématiques, mais c'est des problématiques d'envergure mondiale. ouais, je pense que c'est ça. Bon, effectivement, au-delà des résultats, alors, auxquels on va croire ou pas croire, parce qu'après, il y a toute la mise en œuvre. On a bien vu que des COP, il y en a déjà eu, et des engagements sur la réduction des gaz à effet de serre, sur les efforts à faire pour réduire le réchauffement climatique, n'ont pas toujours été suivis d'effet. Mais au-delà de ça, au-delà des accords qui ont pu être trouvés, je pense qu'il faut retenir que c'est une médiatisation effectivement d'un problème. Moi, ce que je retiens quand même, c'est qu'en quelques années, les climato-sceptiques reculent. Alors peut-être aussi parce qu'il y a d'autres sujets pour les complotistes qu'aujourd'hui que de nier le réchauffement climatique. C'est peut-être ça aussi. C'est peut-être des problèmes liés à la pandémie qui ont fait reculer cet engagement des climato-sceptiques. En tout état de cause, je pense qu'il faut retenir ça. La COP, c'est effectivement un éclairage sur une problématique qu'on ne peut plus nier aujourd'hui, que la planète est en danger, qu'il faut qu'on œuvre tous, effectivement, à nos petits niveaux. Mais c'est vrai que si les États ne s'engagent pas, si on n'a pas en capacité, sur des pays comme la Chine ou l'Inde, de réduire de manière drastique des productions énergétiques à base de charbon, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas. Donc il faut que chacun mette je dirais, agisse dans son coin, mais également qu'on soit en capacité de mettre la pression sur un certain nombre de gouvernements, le nôtre, mais pas que. Isabelle Michalet-Félix, on le voit évidemment, avec Evodia par exemple, il peut y avoir des initiatives locales. Hein. Evodia, reconnue comme une des structures nationales au niveau de tous les départements, parmi les plus efficientes dans le tri, la collecte, la sensibilisation, etc. Voilà, ces grands rassemblements, qu'est-ce que ça vous inspire ? Je pense que ça a le mérite de mettre en lumière une parole politique qui renforce pour nous notre action au quotidien, qui est de sensibiliser vraiment le grand public pour faire évoluer les modes de consommation sur le tri des déchets, la réduction des déchets à la base. Et je pense que l'intérêt, il est là. Il est de donner la parole à des scientifiques, à des politiques, et de pouvoir nous aider dans ce changement profond qui va être induit sur plusieurs thématiques. On intervient sur, par exemple, on a un plan assez renforcé sur la réduction le compostage, les biodéchets. Donc il y a une obligation légale qui doit donc être suivie, accompagnée par les citoyens. Sur la filière textile, qu'on a mis en lumière récemment dans le cadre d'une manifestation nationale aussi des 4R, dont vous avez entendu parler. Donc voilà, ça a ce mérite-là d'accompagner le changement des comportements et des consciences. L'éducation à l'environnement, c'est un thème assez vague, je l'admets, pour cette émission. Marjolaine Touvenot, qu'est-ce qu'on entend par éducation à l'environnement ? On vient de parler avec Isabelle Michalet-Félix du tri des déchets qui sont, voilà, aujourd'hui, on peut avoir une approche beaucoup plus vaste de la problématique. Éducation à l'environnement, pour vous, ça signifie quoi ? En fait, c'est tout ce qui touche à la nature avec un grand N. Donc, ça va aller de... Comme vous l'écrivez partout sur votre site, toujours avec un grand N. Oui. La majuscule est importante. Oui, la majuscule est importante dans le sens où on replace la nature à l'état de science, en fait. C'est-à-dire que l'éducation à l'environnement, ça va être aussi bien de comprendre ce que c'est qu'un espace naturel sensible, ça va être de découvrir la classification des animaux, par exemple, mais ça va aller aussi sur tout ce qui est sphère du potager, du maraîchage, comment prendre soin de la vie et du vivant, en fait, sauvage. Et l'éducation à l'environnement, c'est ça aussi. C'est votre punchline, j'ai horreur de ce terme, mais voilà, ça a le mérite d'être clair. Quand le vivant sauvage et l'humain ne font qu'un. Oui, c'est notre... C'est super ambitieux. Hein, c'est notre maxime, associative. Maxime, tout à fait. À une figue dans le poirier au Girmont-Val d'Ajol. Oui. Parce que, en fait, de par notre constitution, l'être humain a besoin du vivant sauvage pour vivre. Si les abeilles viennent à disparaître, on n'a plus de quoi se nourrir. Si les écosystèmes sont trop pollués, on n'a plus accès aux ressources comme l'eau potable. Donc, effectivement, aujourd'hui, on observe aussi peut-être un exode non pas rural, mais urbain. Il y a des prises de conscience au niveau des
du collectif, de se dire, ben oui, la nature, c'est un peu la source, c'est un peu ça qui... Il y a des grandes lois naturelles, il y a des grandes lois physiques, en fait, dans la nature, qui sont immuables. Et à un moment donné, l'homme a peut-être pensé qu'on pouvait passer outre ces lois immuables, sauf que aujourd'hui, on se rend compte que non, on en est dépendante, on en est tributaire aussi. Et on a une dette envers cette nature sauvage. Et l'éducation à l'environnement et au développement durable, en fait, revêt un enjeu vraiment important pour se reconnecter à cette nature qui, sans elle, en fait, l'espèce humaine viendrait à disparaître. En fait. Est-ce que vous sentez l'esprit intellectuel de monsieur et madame tout le monde apte à recevoir ce genre d'analyse, de discours, d'ambition? Alors on sort, pour le coup, la crise sanitaire aura eu cet impact positif on va dire, recentrer un petit peu les problématiques essentielles, les besoins essentiels. Vous avez parlé, Benoît Jourdain, vous me direz si je me trompe, mais vous avez parlé du fait que des territoires ruraux se redynamisent, c'est un fait, en termes de temps, de valeur des biens, on sait que ça augmente sur notre département, que des nouveaux habitants qui s'intéressent dans des petits villages à l'ouest et sur le massif évidemment. Voilà, il y a quelque chose en ce moment. Oui, et puis qui est renforcé, je pense aussi, par des actions qui sont portées par les collectivités territoriales, comme favoriser l'implantation de haies bocagères, l'implantation d'arbres fruitiers, etc. Enfin, les pépiniéristes vosgiens ont du mal à suivre la cadence, d'ailleurs, tellement c'est fort. Et par exemple, à l'échelle de notre association, et même à l'échelle de notre village, on sent que les préoccupations autour de la préservation de la nature sauvage, des paysages en fait qui font que là on parle des Vosges, mais d'une manière générale les paysages naturels revêtent une importance en fait dans la qualité de vie des citoyens. Et c'est pour ça aussi qu'il y a des politiques urbaines qui vont végétaliser leurs espaces urbains, parce que oui, il y a un besoin réel. Et je pense qu'on en a beaucoup souffert pendant le confinement aussi, où les gens qui étaient confinés dans leur appartement avaient besoin de bouffer d'oxygène, quoi. Et ma sœur habite dans la région parisienne, et c'est vrai que ça a été très difficile, et leur seule bouffée d'oxygène, j'étais allée dans le jardin partagé de la cité. Donc oui, je crois que ça fait vraiment partie des préoccupations actuelles. Et vous me demandiez si monsieur et madame tout le monde se sentaient concernés par cette question-là. Je pense que les choses sont en train de changer. Il commence à y avoir un intérêt, une envie de découvrir. Il y a un questionnement qui se met en place et qui est conforté aussi par l'éducation nationale par rapport au projet que les écoles sont en train de monter, par des actions sur le territoire mis en place par les collectivités comme le conseil départemental ou comme Evodia, des fêtes de la science où il y a le développement durable ou l'éducation environnement qui vient souvent dans les thèmes retenus en tout cas. Donc oui, je pense que ça commence à se cristalliser. Benoît Jourdain, le conseil départemental a mis en place la plateforme Terreau Vosges, plateforme autour de développement durable, ça c'est un peu ringard, on l'a dit, la transition écologique. Voilà, l'idée aujourd'hui, il y a de multiples acteurs associatifs, institutionnels, économiques aussi, les entreprises via notamment les RSE, responsabilité sociale et environnementale. Grosso modo, tout le monde tire dans le même sens. Alors, plus globalement, pour rebondir sur ce qui a été dit, effectivement, il y a une prise de conscience, je pense, qui est une réalité, je l'ai déjà dit aussi tout à l'heure, mais c'est complexe, la transition écologique, le développement durable. D'où, effectivement, la nécessité d'avoir ces initiatives d'éducation à l'environnement qui sont fondamentales, avec une affirmation. On n'a pas toujours conscience de l'interdépendance de toutes ces questions. C'est vrai qu'on se dit dans les Vosges, on n'est plutôt pas trop mauvais sur la gestion des déchets, mais ça reste quand même une préoccupation qui doit être liée à l'ensemble des autres problématiques, la biodiversité, la préservation de la biodiversité, on a parlé des espaces naturels sensibles, la qualité de l'eau, toutes ces questions sont interdépendantes, et je pense que le rôle des collectivités locales est fondamental. C'est-à-dire que la transition écologique, elle ne se fera que parce que les territoires vont s'en emparer, que ce soit les intercommunalités, les communes ou les départements, et on a un rôle majeur à jouer
D'abord dans nos choix, dans nos propres choix, sur la maîtrise de l'énergie, sur nos choix énergétiques, sur nos choix de réhabilitation de nos bâtiments, sur nos choix en termes de mobilité, mais également parce qu'on va être l'accompagnateur, le facilitateur de toutes les actions, de toutes les initiatives qui peuvent être menées au niveau des entreprises, au niveau des écoles, au niveau des associations. C'est effectivement un rôle que le département joue depuis un certain temps. Je pense qu'il faut qu'on aille plus loin. On est en train de réfléchir à comment aller plus loin, mais en tout état de cause, dès 2015, on s'est lancé dans une ambition en matière d'accompagnement de tous les acteurs développement durable. Donc vous avez évoqué la plateforme Terreau, en fait, qui est une plateforme qui permet... Qu'on peut retrouver sur le web, terreauvosges.com. Sur Facebook, enfin, sur tous les réseaux sociaux, qui permettent effectivement, à tous les acteurs de travailler de concert. Nous, ça nous permet, d'animer. On a une équipe qui est là, qui est dédiée pour animer l'ensemble des initiatives qui sont prises sur notre territoire en matière de développement durable. Et je pense, et je reviens sur ce que je disais, l'éducation, c'est fondamental parce que c'est complexe. Le développement durable, c'est complexe. La transition écologique, c'est complexe. Il y a beaucoup d'acteurs, mais il faut les aider, il faut les accompagner, il faut être en capacité de les aider à porter ces messages qui sont fondamentaux. Amélie Mollet, les Petits Débrouillards, vous êtes une association, j'ai dit tout à l'heure en introduction, qui initialement travaillait sur la vulgarisation, l'éducation aux sciences des plus jeunes. Voilà, aujourd'hui, vous brossez un petit peu plus large. Oui, tout à fait. C'est totalement... Et vous travaillez, vous faites partie de Terreauvosges d'ailleurs. Oui, on a des actions. Comme beaucoup d'associations et de structures, bien sûr, aujourd'hui sur notre département. Concrètement, les Petits Débrouillards, on va voir quelques images qui datent d'il y a quelques mois. Donc, toujours la vulgarisation scientifique, mais bien au-delà, comme je viens de dire. Oui, toujours cette démarche en fait, scientifique. On est vraiment basé sur la démarche expérimentale, une démarche raisonnée. On part du questionnement de la vie de tous les jours. On amène le public, que ce soit petit, grand, adulte, senior. On brosse à peu près tous les publics à s'interroger et à expérimenter. Là, sur les images, par exemple, l'été, on mène des cités débrouillardes. On va dans les quartiers prioritaires de la ville pour rendre accessible vraiment la science. Parce que, comme dit Benoît Jourdan, c'est aussi très complexe, des développements durables. Il y a beaucoup de choses qui sont complexes et nous, on essaie de susciter l'esprit critique. Notamment, et de promouvoir cet esprit critique avec notamment beaucoup d'expériences de manipulation pour comprendre des phénomènes complexes comme l'éducation à l'environnement, la complexité un peu des phénomènes qui se passent, le changement climatique. Les Petits Débrouillards, c'est une structure déjà ancienne. Quelle évolution en termes de public? Donc vous avez dit que vous n'intervenez plus seulement auprès des jeunes, mais auprès de tous les âges. Oui. Mais pour autant, on a le sentiment aujourd'hui, alors dites-moi si je me trompe, mais que cette transition écologique, toutes ces problématiques liées à l'environnement, ça passe par les enfants et après ça se distille dans les familles. Est-ce que c'est toujours vrai? Oui, alors c'est vrai que le public petit, dès petit, il faut commencer à mener des actions auprès d'eux, puisque sur nos actions, on a soit des parents, des enfants en même temps, mais beaucoup les enfants vont apporter des choses à leur famille après l'animation. Ils sont plus disponibles à l'apprentissage aussi. Oui, ils sont plus Ils ont le cerveau plus disponible, tout simplement. En développement, oui. En développement, voilà, c'est sûr, on et apprend beaucoup plus facilement. Après, l'association a été créée en 1986, l'association vraiment nationale, parce que c'est un mouvement qui est issu du Québec, les Débrouillards. En 86, les Petits Débrouillards sont nés. Et on a touché beaucoup, au départ, c'était un public enfant, 7-12 ans, la tranche d'âge, mais on s'est diversifié au-delà, on fait des projets autour des jeunes adultes, des adolescents, des seniors. Et oui, ça passe par l'enfance, parce que s'ils sont plus réceptifs, c'est là où c'est vrai, on va avoir des enjeux maintenant dans les écoles ou autres. Donc nous, on fait des projets aussi dans les établissements scolaires. Et après, ça amène des petites billes aussi aux parents. Le but, c'est pas de moraliser ou de culpabiliser. Encore une fois, on ne se place pas au-dessus de tout. C'est vraiment de rendre acteurs aussi les citoyens, citoyennes. Que ce soit petit jusqu'à ce qu'ils soient responsables dans leur vie adulte. Vous me donnez une belle transition vers cette responsabilisation ou plutôt déculpabilisation, Isabelle, Michel et Félix, par rapport au tri des déchets. C'est vrai que ça paraît un petit peu dingue aujourd'hui, mais est-ce qu'il y a encore des gens qui ne trient pas? Oui.
On va dans le bon sens. On On va va dans le rester bon positif parce que je rejoins le Quelques positionnement. chiffres pour nous donner une petite photographie du tri aujourd'hui. Donc en quantitatif de déchets produits, on traite nous aujourd'hui 165 000 tonnes de déchets par an. Donc, Sur l'ensemble du département. Voilà. Après, j'insiste sur le fait qu'on est bien positionné en termes de tri au niveau vosgien, au niveau du département. Cette année, on a lancé l'extension, la simplification des consignes de tri. Donc ce que vous mettez dans le sac jaune, dans le bac jaune selon votre lieu de résidence. Donc aujourd'hui, c'est tous les emballages. 100% des emballages se trient. Et on constate depuis la mise en place qu'il y a vraiment un ratio Quand on dit emballage, important. évidemment, on pense au plastique. Ça fait seulement 2 ans qu'on peut mettre le plastique dans les sacs jaunes. Voilà, j'insiste sur le mot emballage, parce que les matières plastiques, qu'il n'y ait pas de confusion Tous les avec plastiques. d'autres... voilà, Tous les d'autres- plastiques. Il y avait certains les plastiques jouets qui ou étaient les déjà avant, objets les qui ne PET font étaient pas déjà partie. Oui, dans le autre sac que les jaune avant. bouteilles Tous les en plastique. plastiques, tous les emballages plastiques, pas tous les plastiques. Fais Tous les attention, emballages. plastique, Y compris les barquettes polystyrène, par exemple. qui est un emballage plastique. Qui est un emballage, voilà. Bah, c'est du C'est polystyrène. ça. C'est Mais la bon. seule question à se poser. C'est du plastique, Voilà. on est d'accord. Il faut que ce soit C'est une simple résine. pour que le changement soit adopté par les citoyens. Aujourd'hui, Et- combien de kilos de déchets vous devez encore aller chercher dans les poubelles lambda, du Ça Vosgien dépend lambda? des flux. Je parlais du textile tout à l'heure. Sur le textile, aujourd'hui, on récupère 4 kilos par habitant et on sait qu'on a encore une marge de progrès de Ouais. 6 kilos qui vont Ouais. encore dans les ordures ménagères. Donc là, on travaille sur ce flux-là parce qu'on le maîtrise. On a un centre de tri des textiles qui est à Girmont, donc qui est capable de trier, de valoriser cette filière qu'on maîtrise. À côté de Taon les Vosges, Voilà, pas de Girmont Val exactement. d'Ajol. Donc là, voilà, tout ce qui est chaussures, linge de maison, vêtements, c'est des choses que vous pouvez déposer dans les bornes, par exemple les plus de 320 bornes qui sont disséminées sur l'ensemble du département et qu'on trie en local et qui empruntent plusieurs filières de valorisation. Et ça fait pas. Alors, ok, pour ce qui est du textile, pour ce qui est des déchets recyclables dans les sacs jaunes, le textile ne se met pas dans les sacs jaunes. Pour ce qui est des plastiques, du papier, du carton, etc., combien de kilos vous devez encore aller chercher, que vous savez pouvoir aller chercher? Je raisonnerais plutôt en termes de... On a récupéré 10% en termes de volume supplémentaire depuis que les nouvelles consignes sont à l'œuvre. Donc, Après, voilà, il y a une marge de progrès. Il y a une marge de progrès. Et puis, on progresse aussi constamment sur les filières de valorisation. C'est-à-dire, J'allais y venir. le fait de récupérer de nouveaux emballages permet aussi de trouver peut-être des solutions qu'on n'a pas aujourd'hui, mais qu'on trouvera demain auprès d'industriels. Et c'est aussi là où on est quand même fort sur le département, c'est que l'essentiel des industries avec lesquelles on travaille sont en local, donc sur le département ou dans le Grand Est. Et ça, c'est assez rare pour être souligné. On a une économie circulaire qui fonctionne très très bien. On va les citer sans être parfaitement exhaustif, parce qu'on va peut-être prendre l'erreur d'en oublier un, ou tous les deux vous On complétera. vous compléterez. Allez, on va dire, on rappelle, c'est important de le savoir. Le verre Ouais. qui va à Qui va chez OAI Giron, Manufacturing. OAI à Giron Voilà. sur Vraine. Le papier qui va en grande majorité chez Chez Norske Norske Skog, Skog, la donc, papeterie, juste la à plus côté du grosse centre de papeterie recyclage. d'Europe de l'Ouest, rappelons-le. Elle est sur notre département à Golbet. Les briques. Ce qu'il faut dire peut-être aussi, c'est que dans le projet qu'on appelle le projet Box, qui est le projet de modernisation et de construction d'une nouvelle deuxième machine à Golbet. Une transformation d'une des deux lignes. Mais c'est une vraie transformation aussi par rapport aux approvisionnements, puisqu'il n'y aura plus que d'approvisionnement en ce qu'on appelle les vieux papiers. Donc il n'y aura plus de matière première sur du bois. Ça sera entièrement du vieux papier. Donc c'est-à-dire qu'ils vont doubler leurs besoins en termes de recyclage de papier. D'où l'intérêt de recycler toujours plus jusqu'à terme. Mais bon, il y aura toujours quand même, évidemment, j'imagine, un petit pourcentage qui finira dans les poubelles noires et donc incinéré ou enfoui. On poursuit, très important, tout ce qui est briques Tetra Pak, ça va à Laval-sur-Vologne chez Lucart. Et puis voilà, on a fait le tour, j'en ai oublié. Non, il y a aussi le plastique. Le plastique qui va... Massor et Plat Neufchâteau. Château. Et puis dans des filières qui ne sont pas les filières des sacs jaunes, il y a aussi le bois, une bonne partie du bois qui va qui va à Rambervillers chez Heger. Voilà, après il y a... Où il n'y a pas que de la valorisation énergétique, il y a aussi de la valorisation matière. Valorisation énergétique s'appelle aussi chez Norske Skog à Golbet. Pour tout ça, pour dire qu'évidemment, le tri des déchets sur notre département, c'est aussi synonyme d'emploi et d'activité et de développement économique. Ces installations industrielles qu'on vient de citer, le centre de recyclage, le centre de tri qu'on ouvre au public et au jeune public notamment.
On accueille donc les enfants à partir de 8 ans, donc soit dans le cadre d'un projet scolaire, soit le grand public. Tous les mois, on propose des visites. Une visite par mois? Une visite par mois, minimum. Après, on ouvre exceptionnellement dans le cadre de manifestations nationales ou autres. Par exemple, nous avons accueilli au centre de tri textile des étudiants en formation au métier de la mode. Et on s'est aperçu justement que dans le cadre de ces enseignements, toutes les thématiques autour du recyclage étaient peu présentes. Donc c'était l'occasion vraiment de sensibiliser, c'est les futurs professionnels de demain. Et voilà, sur ce textile, c'est quand même, je pense, une évolution qui est majeure en ce moment. Donc voilà, c'est aussi notre cœur de métier de sensibiliser, d'intervenir en amont, en fait, sur la réduction des déchets. Parce que nous, notre maxime, c'est le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Donc voilà, une fois qu'il est là, on le traite, on le valorise au mieux, mais en amont, c'est le plus efficace de faire évoluer les consommations pour qu'il y ait moins de production de déchets, d'emballages, etc. Consommation, c'est un petit peu aussi votre créneau, Mathilde Miclot, la ferme pédagogique à Veucou, ferme de production de viande principalement. Vous étiez laitière initialement, et puis voilà, il y a eu une petite évolution. Oui, mes parents ont choisi de valoriser leur lait en viande de veau de lait, voilà, du veau élevé sous la mer. Qui dit ferme pédagogique, qui dit, bah, c'est tout bête, mais tout simplement ouvrir ses portes pour faire découvrir au plus grand nombre. Et Dieu sait si les adultes eux-mêmes, évidemment, certains, voilà, il y a encore beaucoup de gens qui ne connaissent pas ce qu'est une ferme, concrètement, comment les animaux sont élevés, etc. Voilà. La consommation animale, végétale, l'agriculture fait indéniablement partie aujourd'hui de cette éducation à l'environnement. Vous avez un véritable rôle parce que là, on passe des déchets à l'alimentation, mais tout ça est intimement lié. Oui, tout est lié. Et puis, nous, ce qu'on choisit de faire, on voit un petit peu sur les images derrière, c'est de faire aussi visiter notre site voilà, aux enfants et puis de leur apprendre qu'est-ce que c'est que le métier de paysan. En plus, avec tous les débats qu'il y a aujourd'hui, notamment autour de la viande, enfin, on a du mal de manger de la viande sur un animal vivant. Je veux dire, voilà, il faut bien passer par la case élevage et puis voilà, la case abattage pour pouvoir aussi consommer l'animal. Donc nous, c'est ce qu'on propose aussi à notre clientèle, de la viande de veau. Et c'est du circuit court puisqu'on est en vente directe exclusivement. Donc c'est pour ça que je dis ça aussi. Est-ce que vous avez le label bio oui, ou bien sûr. Oui, d'accord. j'en ai pas parlé parce que c'est vrai que pour moi c'est évident. Mais, mais on est en agriculture bio, ça fait 25 ans maintenant. Et on peut aussi faire du bio sans avoir le label bio. Oui, non, mais bien sûr. Aussi, on peut avoir une agriculture raisonnée, respectueuse de l'environnement, etc., sans avoir le label AB ou autre. Tout à fait, mais bon, après, c'est vrai qu'aux yeux du grand public, les choses sont claires, quoi. Et puis, nous, on ne se voyait pas faire autrement, vu le site dans lequel on se trouve, la vallée de Roëret, à Veucou. On a quand même la chance d'avoir un cadre. Tout à l'heure, on parlait de la nature avec un grand N, donc je rejoins tout à fait. Et on vit dans la nature. Donc, quoi de mieux que d'y faire venir les gens pour sensibiliser à l'endroit d'où on vient tous, où on vit tous, quoi. Quelle évolution vous ressentez dans les envies de découverte, les envies de connaissance à ce sujet ? Comme vous disiez aussi tout à l'heure, c'est vrai que les enfants, ils sont très... c'est des éponges, donc tout ce qu'on vit étant enfant nous marque, nous imprime, on intègre ça très vite. Donc un enfant qui vient à la ferme, qui va découvrir à travers une lecture de paysage, à travers le nourrissage des animaux, à travers... voilà, qui va découvrir qu'est-ce que c'est que vraiment être... acteur, fera peut-être plus attention plus tard à la façon dont il consommera et il ira peut-être plus instinctivement vers ce qui est le plus important. Enfin... Là, vous êtes partenaire de la Chambre d'agriculture des Vosges, qui est aussi une chambre assez dynamique au niveau départemental, peut-être un peu plus que les autres départements, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a pas mal de programmes. Bienvenue à la ferme. Oui, on fait partie du réseau Bienvenue à la ferme. Oui, on est ferme pédagogique, nous. Sur l'ouverture, la diffusion, la collaboration au grand public, ça c'est important. Oui, ça va crescendo. Tout à fait. En plus, les fermes pédagogiques, c'est vraiment entre la Chambre d'agriculture, l'éducation nationale, et puis nous, les agriculteurs qui ouvrons nos fermes. Il y a vraiment une charte tripartite qui
qui est avec les trois collaborateurs, quoi, et qui permettent aussi aux écoles d'aller, entre guillemets, dans une ferme qui ouvre ses portes et où c'est, entre guillemets, sûr. Enfin, je veux dire, voilà, les choses qu'on y fait sont à destination du programme d'éducation des enfants. Est-ce On que c'est s'adapte assez ou est-ce que vous avez le à chaque sentiment que ça tranche d'âge. pourrait être beaucoup plus en termes d'accueil, en termes de sensibilisation Je répète, les déchets, c'est une chose, Oui. mais on a la chance aussi de pouvoir aller travailler au plus près sur de l'alimentation. Et qu'est-ce qui nous touche plus que l'alimentation qui nous permet d'être ce qu'on est et d'avoir l'énergie de base, tout simplement. Après, des fermes, il pourrait y en ouvrir plus pour accueillir des enfants. Nous, je sais qu'on en accueille beaucoup, beaucoup aussi chez nous. Donc, faire plus, oui, il faut sensibiliser au mieux qu'on peut, quoi. Et je me permets de lire cette citation-là qui est à l'antenne. On reconnaît le degré de civilisation d'un peuple à la manière dont il traite ses animaux. Ça date un petit peu, c'est Gandhi, mais je pense que c'est toujours d'actualité. Ah bah complètement, Ça vous parle ? Oui, complètement. Bah nous c'est ce qu'on fait chez nous. Et puis, quand on accueille des enfants qui viennent voir les animaux, bah voilà, ils voient que les animaux sont bien là où on vit. Je veux dire, on n'est pas en surproduction, on est sur une agriculture un peu extensive, on a des grands espaces, on a des animaux qui sortent, puisque voilà, le lien que vous parliez tout à l'heure avec l'animal et l'homme, c'est aussi ça, c'est aussi vivre dans la nature, tout simplement. Enfin, je sais pas comment Il l'expliquer. y a le débat plus global de manger de la viande ou pas, mais on ne va pas rentrer dedans. La vache est sacrée, on n'en mange pas là-bas. Nous, elle nous sert à vivre, donc Non, mais voilà. c'est pas une critique, c'est un constat par rapport On à la la fait phrase qui est voir, affichée. on la respecte dans l'élevage, mais on la respecte aussi en la recyclant, je veux dire, parce qu'après, avoir des animaux morts qui s'entassent, ça sert à rien non plus, quoi, si on part par là. Non, mais ouais, Mais c'est ça. que nous, on en fait de la viande qu'on vend en direct, qui a été élevée en plus, c'est une vache qui aura pâturé l'herbe de la vallée, donc qui aura contribué à entretenir le paysage, première chose. Les déchets qu'elle fait, donc les effluents d'élevage, sont compostés pour remettre après sur les parcelles avec lesquelles on refait du foin pour renourrir nos bêtes. Enfin, nous, on est sur un système tout en herbe, donc c'est un cycle en fait. Je veux dire, voilà, il n'y a rien qui se crée, tout se transforme, et puis du coup, il n'y a pas vraiment de déchets, la boucle est bouclée, quoi. Je sais pas comment expliquer. Et je me permettrais juste cette Oui. petite remarque, cette petite analyse, maintenant, aujourd'hui partagée par tout le monde. Grosso modo, vaut mieux manger peut-être un peu moins de viande que Flexitarien, comme on dit. Voilà, flexitarien. Et puis, en manger moins, mais en manger mieux. De la Ou meilleure. de meilleure qualité. Voilà. Puis consommer local aussi. Et consommer local, évidemment, on a de quoi faire sur notre département. Ah oui. Pour consommer local, si tant est qu'on s'en donne un tout petit peu la peine, non pas les moyens, parce que c'est pareil, en termes de moyens, ça pourrait être c'est un vaste débat, on ne va pas rentrer dedans, mais il y a déjà la démarche de... Marjolaine Touvenot, vous avez parlé tout à l'heure de permaculture, c'est une autre démarche importante évidemment de cette éducation à l'environnement. On a bien compris que dans votre vision des choses, c'est vraiment une approche très globale, très inclusive de tous les compartiments. Parlez-nous de ce que vous appelez le design permacole. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est que la permaculture, en France, malheureusement, la permaculture est souvent synonyme de jardin, potager, en bio, sans engrais, sans pesticides, etc. Sauf qu'en fait, la définition originelle de la permaculture, elle vient d'une définition anglo-saxonne, et qui, en fait, la permaculture, c'est à la fois une science, des éthiques, des méthodes, une philosophie, un mode de vie, qui est censé en fait répondre à tous les besoins d'un corps social donné. Donc c'est-à-dire que certes il y a le besoin de produire de la nourriture, donc la dimension verger, potager, rentre dedans. Dimension nourricière. Dimension vivrière, nourricière, mais il y a aussi tout ce qui se greffe autour. L'être humain a besoin d'autre chose pour vivre que de juste s'alimenter. Il a besoin d'avoir un habitat, il a besoin de créer du lien social, il a besoin de s'éduquer, de s'instruire. Il a besoin de transmettre des savoirs ou d'acquérir des savoirs. Donc la permaculture, c'est tout ça à la fois. On va parler aussi de mode de gouvernance, on va réfléchir à des façons de mieux gérer son économie. Donc on rejoint un peu comment sur un territoire on peut faire en sorte qu'il y ait une synergie économique qui se mette en place, qu'on soit dans un système circulaire et non pas linéaire. Donc la permaculture, c'est ça. Et un design en permaculture, alors on peut l'appliquer sous plusieurs formes. Il peut y avoir le design vraiment de terrain, c'est-à-dire comment on va organiser, planifier, concevoir un lieu de vie, un espace de vie naturel sur lequel on va vivre.
Donc là où on va réfléchir... Privé ou public, cet espace de vie, si je peux me permettre. Tout à fait. En fait, ça peut être même un espace partagé, ça peut être un espace collectif, ça peut être un espace privé, ça peut être un espace partagé entre deux foyers ou 2 ou 3 générations. Donc voilà, quel que soit l'espace, en tout cas, on va pouvoir l'imaginer, l'architecturer. Et aussi le planifier en disant, bah voilà, à court terme, mes besoins sont là, donc qu'est-ce que je vais mettre en place pour pouvoir y répondre, à moyen terme, à long terme, etc. Et on peut aussi appliquer le design à l'échelle des interactions sociales et des interactions humaines. Donc le design de vie, en fait, on va aussi imaginer, concevoir des objectifs de vie, de vivre ensemble, par exemple. Et donc ça rejoint un peu les valeurs de l'éducation populaire aussi, finalement. Dont fait partie, si je peux me permettre, j'ai oublié de le préciser tout à l'heure, les petits débrouillards. Vous êtes un des, enfin vous aussi d'ailleurs, vous êtes un des acteurs de cette éducation populaire. Tout à fait. Et le design, en fait, en permaculture, va aussi permettre une transition écologique, mais aussi une transition humaine, une transition économique et une transition éducative. Donc, c'est comment on va mettre en place une méthodologie de projet viable, durable, éthique, résiliente aussi, donc qui n'épuise pas les ressources des générations à venir, pour pouvoir mettre en place un projet plus global. Ok. Benoît Jourdain, pardon, vous êtes un élu en responsabilité. Comment ça vous parle ces ambitions très ambitieuses pour le coup, d'une structure petite comme vous l'êtes une figue dans le poirier? Comment ça peut se diffuser? On en comprend bien évidemment l'intérêt, les enjeux et l'objectif, mais comment ça peut se diffuser à l'échelle d'une collectivité comme celle du conseil départemental et donc d'un territoire comme les Vosges? Alors déjà, le département, je l'ai dit tout à l'heure, accompagne un peu toutes ces initiatives. C'est-à-dire que moi, je dirais, toutes les personnes qui sont autour de la table ont bénéficié d'une manière ou d'une autre d'un accompagnement du conseil départemental qui, que ce soit à titre privé ou à titre associatif, qui cherche aujourd'hui à aider tout ce qu'on appelle les initiatives, toutes les initiatives environnementales, quoi. Donc tout ce qui va permettre aujourd'hui de dupliquer, tout ce qui va permettre demain, je dirais, d'aller dans le bon sens, parce qu'il faut toujours qu'on ait un objectif, c'est effectivement d'aller sur cette transition écologique qu'on appelle tous de nos voeux. Donc le département est là pour accompagner les investissements, accompagner la diffusion de l'information, accompagner les porteurs de projets. Voilà, donc nous on est là, un facilitateur et on va essayer effectivement. Et si je peux me permettre, dans la limite de vos compétences réglementaires, à savoir par exemple le développement économique, oui, effectivement, bon, aujourd'hui, vertueux et co-responsable si possible, évidemment. La principale interdiction qui nous est faite par la loi, c'est d'intervenir dans le domaine économique. Voilà. Oui. Sauf quelques exceptions, notamment l'agriculture, puisqu'on est un acteur du développement agricole. On a des soutiens, on a parlé de bio. Aujourd'hui, on finance la labellisation bio. Enfin, on participe au financement de la labellisation. On finance tout ce qui est investissement dans l'initiative rurale sur des critères liés, je dirais, au développement des circuits courts, au développement, la vente à la ferme, des choses comme ça. Donc voilà, l'agricole, on peut aider. Le touristique également. Après, c'est effectivement tout le reste de l'économie. On n'a plus le droit d'y toucher. La loi nous est interdit. Mais partout où le département peut être présent, il essaye d'être un acteur positif de cette transition écologique. Qui dit environnement et qui dit pollution, évidemment, de cet environnement, on pense tout de suite au transport. Il y a l'habitat et le transport, ça fait de ma part, ce sont et l'agriculture, les 3 plus gros émetteurs de gaz à effet de serre, grosso modo sur l'ensemble du territoire. Enfin, transport, l'industrie. Oui, l'industrie. Surtout sur un territoire, on a des entreprises dites électro-intensives, qui sont de gros consommateurs d'énergie. Sur le transport, le département est pas acteur, pas acteur des transports. C'est pas dans nos compétences, c'est les intercos ou la région. La région, alors aujourd'hui, il y a une redistribution des cartes qui se fait notamment sur l'agglo d'Épinal entre la région et la communauté d'agglo. Le département, aujourd'hui, peut être acteur des mobilités pour son propre compte. C'est-à-dire, en fait, pour le compte de ses agents, c'est effectivement la transition du parc vers des véhicules je dirais propre. Plus propre, on va dire ça comme ça, plus propre, c'est essentiellement à ce niveau-là, ou la facilitation des déplacements de ses propres agents avec les forfaits mobilité, des choses comme ça, sur lesquelles le département s'est engagé. Mais c'est vrai que sur les mobilités
public, si, ou alors c'est notre compétence sur les routes, quoi. C'est effectivement notre compétence en tant que gestionnaire du patrimoine routier. Mais vous ne pouvez pas intervenir sur ce qui passe sur les routes. Alors, non, mais on peut effectivement créer des aires de covoiturage, ce qu'on fait systématiquement, créer des aires de liaison douce, enfin des zones de liaison douce pour accompagner le développement routier. Et ça se limite à ça, on n'a pas la compétence mobilité. Isabelle Michalet-Félix, Marjolaine Touvenot a parlé tout à l'heure de permaculture. On va voir quelques images, si vous voulez bien, de gaspillage alimentaire. Je passe de la production non pas à la consommation, mais justement à la non-consommation. C'est un axe de développement vers lequel vous allez, une problématique que vous essayez de vous saisir. On voit apparaître depuis quelques semaines des poubelles marron à droite à gauche. Des poubelles marron. Des poubelles marron, juste en face, Collège Clémenceau, une poubelle marron pour les biodéchets. D'accord. Alors, oui. c'est peut-être pas structuré, mais en tout cas, le gaspillage alimentaire, c'est une problématique prise à bras le corps. On y travaille effectivement le traitement des biodéchets à la source, donc c'est ce que vous évoquez, donc fait partie de nos axes majeurs. Donc on travaille avec les particuliers sur le compostage individuel, le compostage partagé donc au niveau des installations urbaines qui peuvent être aménagées, et aussi avec les bailleurs sociaux. Donc on travaille énormément avec Vogelis par exemple pour installer des composteurs et donc détourner des ordures ménagères les biodéchets qui peuvent faire l'objet d'une valorisation par ailleurs. Et alors, biodéchets, transformés, quand vous dites valorisation, précisons les choses, valorisation énergétique. Oui, qui devient du compost. C'est de l'énergie parfaitement propre, quoi. Voilà, qui devient du compost, qui peut être utilisé pour ceux qui ont un jardin, donc pour amender leur jardin, faire pousser leur potager. Ce n'est pas le cas, mais qui peut être aussi utilisé dans les méthaniseurs et produire de l'électricité. Celui qu'à Clémenceau, voilà. Celui qu'à Clémenceau, en face, puisqu'on parlait de Clémenceau, il finit dans un méthaniseur à Mandres-sur-Ver. Okay. Donc il est là pour produire de l'énergie, du gaz propre. Merci de cette précision. Voilà, donc là c'est géré effectivement par nos collectivités, nos 9 collectivités adhérentes, cet aspect-là. Et nous on intervient vraiment sur la pratique, le fait d'intégrer qu'effectivement des restes de cuisine, des restes de repas, c'est dommage de les mettre dans les ordures ménagères parce que ça va effectivement, ça peut être valorisé par d'autres circuits. Concrètement, ça se passe comment? C'est des opérations dans les lycées, dans les collèges, enfin, on pense aux cantines, mais évidemment tout le monde est concerné. Voilà, c'est une bonne entrée effectivement. On travaille avec les collèges dans le cadre du projet qui est piloté par le conseil départemental, donc de lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc on a conçu en interne chez Evodia un Serious Game. Donc je rejoins le positionnement des petits débrouillards sur le côté positif, ludique. Pour amener ces thématiques-là. Donc Serious Game, c'est tout simplement des jeux qui peuvent être en ligne. Là, c'est pas le cas, c'est plus un jeu de piste avec une visée pédagogique en filigrane. Donc les élèves sont amenés à suivre un jeu de piste avec des énigmes pour identifier là où sont produits le gaspillage alimentaire, les aliments phares, par exemple le pain, voilà, c'est très visible, on sait qu'il y a du gaspillage de pain dans les cantines. Donc Serious Game dans les cantines au moment du repas par les en dehors, c'est vraiment un temps à proprement parler par les élèves qui fait suite à un diagnostic. C'est ce qui est intéressant parce que dans le cadre de l'accompagnement, il y a des pesées qui sont faites au préalable. Donc on arrive déjà dans le collège en sachant qu'il y a eu tant de kilos par exemple de pain ou de pâtes, ayant identifié les aliments majeurs, et on peut amener les élèves par exemple avec une phase qui est assez visuelle, ils mettent dans une poubelle transparente avec des pesons l'équivalent en volume du pain qui va être gaspillé sur un mois. Donc entre dire c'est 30-40 kilos et voir visuellement ce que ça représente, c'est en général assez marquant et ça va induire vraiment des prises de conscience et des modifications de comportement. Et à la fin de ce jeu de piste, ils collectent des énigmes, ils ouvrent la salle au trésor un peu façon Fort Boyard. Et à la fin, au lieu de récolter un trésor, ils ont leur insigne de bague. Montrer, leur petit brassard. Petite référence à BAC, évidemment. Voilà, à savoir Brigade anti-criminalité, ce qui n'a strictement rien à voir. C'est la brigade anti-gaspi. Voilà, donc qui deviennent eux-mêmes ambassadeurs, c'est un peu notre postulat, de dire qu'ils deviennent du coup, eux, passeurs des bons messages et des idées pour modifier les comportements auprès de leurs camarades. C'est une démarche toute récente, là, donc ça va être testé le mois prochain au collège de Xertigny, voilà, et puis ça va être on y sera certainement. Tous les collèges qui sont accompagnés seront en mesure de l'accueillir.
Et on décline un principe qui est assez identique dans le cadre de la plateforme Terreau, dont on a parlé tout à l'heure. Terreau Vosges. Voilà. Là, ce sera un escape game, donc c'est un peu le même principe, concept très à la mode, je pense que ça parle à tout le monde. Aussi sur le gaspillage alimentaire, avec des actions très concrètes. On essaye de rester dans des approches vraiment qui parlent à tout le monde. Donc ça va être par exemple apprendre à ranger son frigo tout simplement pour se dire que voilà, on sait ce qu'on a et donc on ne gaspille pas. Ça va être décrypter les dates limites de consommation, voilà, des aspects vraiment de la vie du quotidien. Et au final, toujours une ouverture sympa, ludique, avec notre Smoothcyclette. Donc aussi, c'est un outil qui qu'on n'a commence pas à être en image, mais mal vu. racontez-nous. Hein, Ouais. c'est un le vélo, vélo évidemment. qui, voilà, la force du mollet fait fonctionner tout simplement un mixeur. Et donc, on invite du coup à faire des smoothies avec des fruits et des légumes qu'on dit moches ou un peu trop mûrs, qui Abîmés. auraient certainement été jetés et qui, au lieu de ça, voilà, permettent d'être valorisés de manière voilà, sympa, ludique. C'est un peu notre maxime. L'aspect ludique, une figue dans le poirier, vous y êtes attaché aussi. Alors ludique et artistique, si je peux me permettre. Vous avez aussi cette petite fibre. Enfin, en fait, vous avez grosso modo toutes les fibres hein, au Girmont-Val d'Ajol. Je ne sais pas si on a toutes les fibres, mais Beaucoup. en tout cas, on a quelques passions en fait, qui nous permettent de proposer quelque chose d'assez attractif en fait, pour le grand public aussi. Et donc, effectivement, pour compléter ce que vous dites sur effectivement, comment recycler les déchets, etc. Nous, par exemple, on propose des ateliers artistiques, en fait, de donner une dernière vie, par exemple, même à une peau de banane ou à une épluchure d'avocat ou à une canette d'emballage. Voilà, on se déplace des fois avec notre presse à gravure portative. Et une presse à gravure. D'accord. Une presse à gravure portative. Et on peut se déplacer avec notre matériel artistique, en fait, pour faire des impressions, des monotypes. Voilà, pour comprendre un petit peu et valoriser une dernière fois ces déchets et puis que visuellement, il y ait... c'est un peu, pas du land art, mais de l'art environnemental, en fait, ça en fait partie. Et ça nous sert après de support en disant, voilà, effectivement, on a pu faire des œuvres avec des déchets, mais ça reste des déchets. Et comment on fait pour... finalement, ne plus en générer autant, puisque la question principale, elle est là. Et donc, le faire soi-même. On propose aussi des ateliers zéro déchet pour fabriquer des produits ménagers, maison, enfin, trouver des alternatives au papier d'aluminium, qui est juste quelque chose d'assez complexe à combattre dans certaines familles. Donc, on va faire très polluant à produire. Et très polluant à produire. Donc, de même que le plastique, rappelons-le. Tout à fait. Et pas recyclable en plus. Donc, donc c'est un peu une ineptie pour nous. Donc, on propose, qu'est-ce qu'on peut faire pour le remplacer? Donc, on va faire du tissu ciré. On va proposer des solutions, des alternatives pour dire, effectivement, changer notre mode de vie, notre mode de consommation tout de suite, c'est compliqué. Par contre, on a peut-être des petits trucs et astuces sympas à faire en famille. Et donc, par exemple, là, avec la MJC du Val d'Ajol, on va développer tout un programme d'animation autour de « Je suis un chef-d'œuvre », où on va aussi se valoriser nous-mêmes, mais à travers des ateliers où on va faire travailler l'histoire de l'art, l'histoire des arts, mais notre relation avec la nature. Enfin, on va aller chercher, en fait... une démarche très transversale, comme je disais tout à l'heure. Et c'est vrai que c'est, pour nous, c'est important, la transversalité. Je pense qu'aujourd'hui, vous en avez parlé tout à l'heure, hein, tout est en lien, en fait. Et ça, c'est une réflexion que j'ai eue quand j'étais à la faculté de Nancy 2, où il y avait les historiens, il y avait les géographes, il y avait les historiens de l'art, mais en fait, tout était connecté. Enfin, on ne peut pas désolidariser les thématiques, les sciences comme ça, puisque du coup, tout fait un et tout fait sens, en fait. Donc... Voilà, la permaculture, c'est ça aussi. La permaculture, c'est ça aussi, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Dernière question, désolé, c'est déjà le terme de cette émission. On n'a pas parlé de la raréfaction des ressources, on n'a pas parlé de nouveaux modèles économiques et sociaux. On aurait pu aussi, mais voilà, on aura d'autres occasions. Benoît Jourdain, juste une dernière question pour vous, si je peux me permettre. Vous avez un rôle national dans des structures diverses qui travaillent sur la transition écologique, la transition énergétique. Si je vous dis comme ça, de but en blanc, de nous citer les trois grands thèmes, les trois grands enjeux, je ne sais pas, par secteur d'activité, pour demain. C'est quoi ? Le problème, ce qu'on vient de dire, c'est que tout est Très lié. rapidement, Bon, après, c'est sûr que l'enjeu, il est quand même essentiellement sur l'énergie. Enfin, énergie. Comme se dire les choses honnêtement, c'est quand même sur l'énergie.
sur la maîtrise de l'énergie d'abord, donc tous les enjeux, ça va être comment on fait pour que les gens consomment moins d'énergie. Donc il y a tout le débat sur la mobilité. Et là-dessus, moi, je ne fais pas le malin, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Entre l'hydrogène, entre les biocarburants, entre l'électricité, je ne sais pas quelle est la bonne solution. C'est un vrai sujet pour les élus. C'est aujourd'hui vers quoi on va. Je pense qu'aujourd'hui, on a l'impression que le pays va vers l'hydrogène, mais qui est loin d'être prêt. Et qui est partiellement polluant aussi. Ouais. En donc, tout cas, voilà, qui utilise beaucoup d'eau. C'est hyper compliqué. Donc il y a l'énergie des mobilités, il y a l'énergie du chauffage, là où on peut agir. Le département est en train de mener une action sur la lutte contre la précarité énergétique. Il y a beaucoup de choses à faire aujourd'hui pour aider les gens à mieux se chauffer, en tout cas. Un autre thème, et ce sera le dernier mot de cette émission, pardonnez-moi. Non, mais pour moi, le premier thème, c'est ça. C'est ça. L'énergie, On la maîtrise. Okay. Alors, on va dire la maîtrise de l'énergie et les énergies renouvelables, puisque après, il y a la question, il faudra quand même continuer à produire d'énergie. Quel est le bon schéma? Moi, je suis un pro-nucléaire et je pense qu'on ne peut pas avoir une conscience environnementale si on est contre le nucléaire. C'est l'énergie qui nous permettra de sauver la planète, mais je sais que les écologistes ne sont pas d'accord avec moi là-dessus, mais je pense que c'est l'énergie la plus propre et aujourd'hui qui je pense que ça vaut une émission à part entière. Une vraie solution. Après, c'est quelles énergies renouvelables sont adaptées à notre territoire? On a la chance d'avoir effectivement un territoire plutôt biomasse avec notre patrimoine forestier. Et agricole. Il y a de l'éolien, il ne faut pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Il ne faut pas non plus jeter l'éolien à la poubelle parce que ça, effectivement... De toute façon, il n'y a pas de solution aujourd'hui qui ne soit pas une atteinte à l'environnement d'une certaine manière. Donc il faut trouver la manière la plus mesurée, celle la plus adaptée. Et ce sera le mot de la fin, et c'est un mot de la fin, si je me permets, qui illustre bien, évidemment, la difficulté auquel nous sommes confrontés tous, auquel vous êtes confrontés tous, dans cette démarche éco-responsable et dans cette démarche d'éducation à l'environnement pour de meilleurs lendemains, tout simplement. Merci beaucoup de votre participation à cette émission qui se termine déjà. Merci à vous de votre attention. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission.